Chers concitoyens, chers compatriotes, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de revenir encore aujourd'hui vous entretenir d'un thème qui pourrait être la suite de notre précédente communication, dont l'objet était d'apporter un démenti aux allégations d'Éric Zemmour à l'encontre des musulmans de France qu'il ne cesse de stigmatiser. Notre échange de ce jour portera sur l'immigration en France, qui est un sujet privilégié pour tous les gouvernements de ce pays, surtout pour la droite, l'extrême droite et présentement Zemmour, qui en fait l'un des points focaux de sa campagne de dénigrement et de discrimination des immigrés. Tout cela dans le but de cacher au peuple français la véritable source de ces problèmes. Pour toujours masquer l'origine des difficultés des Français, ils n'hésitent jamais à pointer du doigt les immigrés, leur bouc émissaire, et à les désigner comme les vrais responsables de tous les maux dont souffre la société française, au risque de les livrer un jour à la vindicte populaire. Mais puisqu'il s'agit de gens peu scrupuleux, sans état d'âme, dont seul compte la faim, qu'importent les moyens, les conséquences que pourraient engendrer de tels agissements ne constituent pour eux aucune source de préoccupation. Dans un cadre plus global, dirons-nous, n'est-ce pas les Occidentaux qui parlent de mondialisation? N'est-ce pas les Occidentaux qui parlent de globalisation? N'est-ce pas les Occidentaux qui parlent de libre-échange intégral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce OMC? Ces concepts qui ont une signification méritent d'être revisités pour montrer le jeu de dupes auquel les Occidentaux se sont toujours livrés pour perpétuer leur domination dans le monde et renforcer toujours davantage leur hégémonie. En fait, de façon précise, la mondialisation n'est rien d'autre que la libre circulation des biens et des services par la suppression des frontières. S'agissant de la globalisation, c'est la libre circulation des capitaux, donc l'intégration des marchés de capitaux, afin qu'ils puissent circuler librement à la recherche des taux les plus rémunérateurs. Et pour couronner tout cela, l'OMC, qui est un des instruments conçus pour la mise en place de tels scénarios, prône le libre-échange intégral entre les pays, sans exception, quel que soit leur niveau de développement économique et leur degré de compétitivité. Vous remarquez tout de suite, chers concitoyens, que la suppression des frontières ne concerne que les biens, les services et les capitaux, jamais les hommes. Cela veut dire tout simplement, ce qui nous intéresse, je parle des Occidentaux, ce qui les intéresse, ce sont vos biens, mais pas vos modestes personnes. En réalité, profitant de leur position de force, ils débarquent chez nous, donc pays africains pauvres, quand bon leur semble, prennent nos richesses et retournent tranquillement dans leur pays, tandis que pour nous, c'est la croix et la bannière pour fouler leur territoire. Voilà le schéma présentement établi unilatéralement, imposé aux pays pauvres que nous sommes, qui ne peuvent que se plier à leur volonté, compte tenu de la position dominante des pays riches et d'innombrables outils dont ils disposent pour imposer leur point de vue et leurs projets. Malheureusement, la masse presque infiniment petite qui arrive à passer entre les mailles du filet, régulièrement ou irrégulièrement, les empêche de dormir, au point de susciter chez certains un lever de bouclier incompréhensible eu égard à ce que devraient être les relations entre les nations. La France, dont le passé colonial est encore très vivace dans les esprits, parce que vieux seulement de 60 ans, qui a le plus profité de sa présence
chez ces pays et qui en usent et en abusent encore aujourd'hui, fait partie des pays où les immigrés africains sont le plus persécutés. Tous les maux sont attribués aux immigrés, qui sont des trafiquants de drogue, des agresseurs, des voleurs d'emploi, et j'en passe. À les entendre, c'est comme si il suffisait que la France parvienne à supprimer l'immigration sur son sol pour que tous les problèmes du pays soient un vieux souvenir. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Au contraire, l'immigration apporte beaucoup à la France en contribuant à la création de la richesse, en payant des impôts et en s'acquittant, comme les Français, de cotisations sociales, participant ainsi à l'équilibre des comptes sociaux du pays. Pourquoi donc cette campagne de stigmatisation permanente, grandissante et de plus en plus violente à l'endroit d'êtres humains dont le seul tort est de chercher à vivre tranquillement sur une terre présentée comme une terre d'accueil, une terre des droits universels de l'homme? Nous pensons, nous partis des citoyens intègres, que ceux qui ourdissent ces campagnes de dénigrement visant à vouer aux gémonies ces braves gens, en mettant à leurs actifs toutes les difficultés de la France, qu'elles soient d'ordre économique, social, culturel et sécuritaire, devraient arrêter, car ils n'apportent aucune preuve irréfutable à leurs allégations. Mais nous, de notre côté, nous ferons mieux. Nous ne ferons pas comme eux. Nous ferons mieux en démontrant la fausseté de telles allégations mensongères et calomnieuses, dont le seul but est pour certains de servir un os à ronger aux Français dans les moments de tension économique et sociale et pour calmer leurs nerfs. Et pour d'autres, un moyen d'attiser la haine pour espérer emporter une partie du vote de leurs concitoyens ou tout simplement gagner en notoriété en faisant croire à ses compatriotes qu'on est l'homme fort, capable de prendre les décisions qu'il faut pour remettre les étrangers, toujours coupables, à leur place. En réalité, les études ont toujours montré que l'immigration est source de bienfaits, d'innovation, de dynamisme, de travail et d'ouverture culturelle dans le monde. Le constat largement majoritaire est que dans les pays riches, les immigrants augmentent la production et la productivité à court et à moyen terme, car ils apportent au marché du travail des compétences variées qui se complètent et accroissent la productivité. Si l'immigration suscite des interrogations récurrentes dans les pays d'accueil, où intellectuels et responsables politiques se divisent sur son impact économique, les économistes s'accordent sur des tendances générales globalement favorables aux pays hôtes. Donc, quelles sont les conséquences des migrations pour les territoires d'arrivée? La théorie économique montre que la migration peut aussi bien augmenter que réduire les disparités internationales du niveau de vie. Toutefois, les études empiriques semblent révéler que l'impact de l'immigration est négligeable, voire nul, du moins pour le pays d'accueil considéré dans son ensemble. Mais pour bien évaluer l'impact de l'immigration dans ces pays d'accueil, nous allons nous pencher sur ses conséquences économiques, politiques, sociales et culturelles. Cela pour argumenter notre propos. Donc, dans un premier point, nous allons analyser l'impact de l'immigration au plan économique. Les études sur l'impact de l'immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la croissance tendent à conclure à des effets de faible ampleur. L'impact de l'immigration sur l'emploi et les salaires des non-immigrés. Donc, dans un premier sous-point. Notons que les personnes immigrées
sont moins souvent en emploi que les non-immigrés. Cet écart serait dû, d'une part, au moindre taux d'activité des femmes, qui serait inférieur de 20 points à celui des femmes non immigrées. Et d'autre part, à un taux de chômage nettement plus élevé, y compris à niveau de diplôme équivalent. Par ailleurs, d'autres facteurs comme la barrière linguistique, le problème de reconnaissance des qualifications ou encore les discriminations expliqueraient aussi la surexposition au chômage et le déclassement des personnes immigrées. En somme, d'après les études existantes réalisées en France, l'impact de l'immigration sur les non-immigrés serait de faible ampleur. Un accroissement de 1% de la main-d'œuvre se traduirait, dû à l'immigration plutôt, donc un accroissement de 1% de la main-d'œuvre due à l'immigration, se traduirait par une variation de l'emploi des non-immigrés comprise entre moins 0,3% et plus 0,3%, et une variation des salaires comprise entre moins 0,8% et plus 0,5%. On voit bien donc que cet impact vraiment n'est pas significatif. Il est très faible sur les salaires des non-immigrés, donc sur le revenu. Dans un deuxième sous-point, nous allons analyser l'impact de l'immigration sur les finances publiques. Cet impact, qui est plutôt négatif, serait d'ampleur modérée sur les finances publiques. Les études réalisées à ce sujet par le CEPI et l'OCDE évaluent à titre d'exemple à moins 0,3 points de PIB le différentiel de contribution nette aux finances publiques vis-à-vis des non-immigrés. Cet impact s'explique essentiellement par une moindre contribution au prélèvement obligatoire, compte tenu d'un niveau de vie moyen plus faible. En revanche, contrairement à ce qu'avance très souvent l'extrême droite et une partie de la droite française, les dépenses de prestations sociales en direction des personnes immigrées ne sont pas plus élevées. À cela, une raison simple. Le niveau moyen moins élevé des retraites compense le surcroît de dépenses en matière de logement et de lutte contre l'exclusion. Et pourtant, nous avons toujours entendu donc ces extrémistes de la droite dire qu'en fait que les immigrés sont là pour gréver les comptes donc sociaux. Donc les immigrés sont là pour vraiment se servir, alors que donc ils n'ont aucune contribution sur donc sur la constitution, la formation donc du revenu donc en France, ce qui est tout à fait faux, ce que nous venons donc de démontrer. Dans un troisième sous-point, nous allons analyser donc l'impact de l'immigration sur la croissance. Jean-Christophe Dumont, chef du département migration à l'OCDE, assure dans une étude publiée mi-juin, je cite, il n'y a pas de doute, les migrations accroissent le produit intérieur brut des pays d'accueil en stimulant la consommation et l'activité. Fin de citation. Par ailleurs, des chercheurs du CNRS ont eux aussi conclu, à propos du cas spécifique des demandeurs d'asile et sur la base de données issues de 15 pays européens, qu'un afflux de migrants entraînait une hausse du PIB par habitant évaluée à 0,32% sur 2 ans. À cet égard également, Emmanuel Auriol souligne, je cite, « Souvent les migrants qui arrivent n'ont rien, ils ont besoin de tout. Leur donner de l'argent revient donc à faire une sorte de plan de relance keynésien. » Fin de citation. De surcroît, à moyen et long terme, les immigrés sont aussi plus enclins à se lancer dans les affaires. Selon une étude de la National Venture Capital Association, sur 10 000 immigrés aux États-Unis, 62
créent une entreprise, un taux 2 fois plus important que pour les natifs. Ainsi, selon les économistes du McKinsey Global Institute, les immigrants ont ainsi contribué pour près de 10% du PIB mondial en 2015, alors qu'ils ne représentaient que 3,4% de la population internationale. Nous allons à présent essayer d'analyser quel est l'impact donc de l'immigration au plan politique. L'immigration africaine est devenue depuis 2005 un objet quasi obsessionnel des discours politiques européens. Cette année-là, donc 2005, les images des tentatives de migrants africains tentant de passer les hautes et multiples barrières de barbelés des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc ont été si bien relayées par les médias en Europe qu'elles ont profondément marqué les esprits. Elles ont provoqué une réponse presque immédiate des chefs d'État européens qui, réunis à Hampton Court en décembre 2005, ont lancé les prémices de l'approche globale des migrations. À mesure que se précisait cette nouvelle politique migratoire européenne, les migrations africaines n'ont cessé d'occuper une place à part, prépondérante parmi les autres flux dans les discours politiques. Cette focalisation de l'Europe sur l'immigration africaine reflète l'inquiétude de certains des États qui la composent, au rang desquels la France occupe une place de premier choix. Dans le courant des années 2000, ces gouvernements successifs ont accordé à l'immigration africaine une attention toute particulière, stigmatisant à l'intérieur les populations déjà accueillies issues d'Afrique subsaharienne, rendues par exemple responsables des émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, et focalisant à l'extérieur leurs efforts diplomatiques de formalisation d'une nouvelle politique de contrôle des migrations. Ainsi, en 2009, dans son discours de fin d'exercice de ministre de l'Immigration, Bruce Hortefeux, donc ministre français de l'Immigration, jugeait important de préciser que, en 19 mois, il avait accompli 22 visites en Afrique. Par ailleurs, l'activation des attitudes anti-immigration, combinée à l'insatisfaction généralisée à l'égard de la gestion de l'immigration, s'est finalement traduite par des votes pour les partis populistes de droite qui ont capitalisé sur les craintes liées à l'immigration dans certaines parties de la population. En ce sens, la migration peut être considérée comme une condition préalable à la mobilisation du soutien populiste de droite dans la protestation contre l'élite dirigeante. Enfin, le populisme anti-immigration ouvre la voie à un revirement restrictif des politiques migratoires qui ne peut pas seulement être imputé aux décisions prises par les gouvernements populistes de droite. Les gouvernements non populistes, comme le gouvernement allemand, ont également adopté une position plus restrictive à l'égard de l'immigration et des droits des migrants. De toute évidence, la montée des partis populistes de droite est beaucoup plus susceptible d'être un effet de l'importance donnée à l'immigration que de l'augmentation des niveaux d'immigration à l'échelle nationale. Il est donc logique que les partis populistes de droite aient saisi l'occasion de replacer l'immigration au centre des débats politiques pour tenter de contrer l'importance décroissante de l'immigration en Europe. Il est crucial de noter également qu'une fois que l'immigration fait partie des gros titres des médias et qu'elle est formulée de manière à promouvoir les intérêts des populistes, il devient difficile de promouvoir un cadre différent. Prenons par exemple les débats politiques qui ont entouré
la présentation du pacte mondial sur les immigrations. Les populistes anti-immigration d'Europe ont en grande partie présenté le pacte comme un programme de réinstallation caché pour les migrants économiques. Une telle conception est malsaine, dans la mesure où elle alimente les anxiétés anti-immigrés préexistantes et donne une impulsion à un processus d'amplification pratiquement incontrôlable. En accordant une large couverture aux allégations populistes, les médias filtrent volontairement ou involontairement. Maintenant, nous allons étudier donc l'impact de l'immigration au plan culturel. Ça aussi, c'est un volet important. Donc, au plan culturel, nous voyons que les immigrants, surtout leurs enfants, sont tiraillés entre leur culture d'origine et celle du pays d'accueil. Et la réalité en France, et parfois les politiques et lois en vigueur ne les aident pas à résoudre ce dilemme. Au contraire, certaines dispositions réglementaires et attitudes hostiles aux valeurs culturelles de l'autre rendent encore plus difficile le vécu quotidien de ces immigrants, aussi bien dans leurs univers familiaux que professionnels. Cette situation devrait, nous le pensons, interpeller les fondements de toute culture et civilisation et inviter la société française à repenser son être ensemble et ses projets d'avenir en composant avec une réalité migratoire qui s'inscrit dans l'évolution naturelle du monde. En lieu et place, malheureusement, de politiques et de postures stigmatisantes, la société française gagnerait plutôt à imaginer puis mettre en place des conditions de parfaite intégration de ces migrants dans l'intérêt de tous. Car le cheminement vers une société multiculturelle, à nos yeux, semble inéluctable. Elle devrait sans doute, sans nul doute, procéder à la revisitation de la notion de culture et ses manières de penser la famille, les processus identitaires et l'autonomie individuelle. Enfin, nous pensons qu'il faut donc pallier à l'absence de cadres et de dispositifs susceptibles de contenir les métissages culturels et les dynamiques de transition initiées par l'ensemble des mutations individuelles, familiales et sociales à l'œuvre au sein de la société française. Par exemple, les jeunes issus de familles immigrées, pour grandir entre deux univers parfois diamétralement opposés, en un moment donné, sont amenés à questionner la culture d'origine de leurs parents ainsi que celle de la société d'accueil. Ils se rendent compte alors que la société leur impose une double renonciation à leur identité pour élaborer une double appartenance au groupe d'origine et à la société d'accueil de leurs parents. On assiste alors chez certains jeunes à des phénomènes de rejet, à un surinvestissement de l'une ou de l'autre, ou encore des deux cultures en concurrence. Par ailleurs, du côté des parents, de par l'inquiétude de perdre la culture, ils souhaitent toujours que leurs enfants nés en France ou ailleurs soient plus algériens, plus maliens, plus turcs, plus sénégalais par exemple, que français. De l'autre côté, la société française souhaite qu'ils soient plus fidèles à la France qu'au pays et à la culture d'origine. Cette difficulté donc de penser la double appartenance de part et d'autre expose les enfants de migrants les plus vulnérables à se sentir doublement trahis, doublement abandonnés, et par leurs parents et par la France. Ils souffrent de l'annulation mutuelle des règles et des valeurs, phénomène à l'origine d'une ambivalence dans leur attachement aux valeurs françaises et aux valeurs familiales. Ils ne peuvent élaborer sous cette contrainte
qu'une identité métissée, impensable jusqu'ici par les deux référents culturels. En tout état de cause, nous, citoyens intègres, nous pensons que la solution à ce problème devrait être la mise en œuvre du processus d'élaboration d'une identité métisse chez les enfants de migrants. Cela implique que la société française et ses institutions renoncent aux exigences de la mono-appartenance. Ainsi, les manières de la société française de penser l'autre et de lui venir en aide doivent être élargies pour soutenir le travail d'élaboration des cultures par le développement des dispositifs permettant à ces jeunes porteurs de la double culture de bénéficier loyalement de la double appartenance. À présent, nous allons examiner donc dans un quatrième point les conséquences sociales de l'immigration. Les conséquences sociales de l'immigration, c'est incontournable au niveau des migrants, mais également au niveau du pays d'accueil. Cela s'explique par la différence entre le mode de vie des migrants, leur culture, leurs coutumes, leurs traditions, leurs croyances religieuses et ceux des populations des pays d'accueil. En effet, le mode de vie des Sénégalais et en général des Africains qui vivent constamment en famille est totalement différent de celui des pays développés, leur principale terre d'accueil. Le principe de la primauté du groupe sur l'individu, qui est la règle d'or, ne peut plus s'appliquer, car il est évident que la migration implique ipso facto l'éclatement et la multipolarisation de la famille. Et il reste constant que l'éloignement avec leur famille met les immigrés dans une situation souvent très difficile et qui engendre même des effets très négatifs sur la cohésion de certaines familles de migrants. Toutefois, il convient de reconnaître que le contact permanent avec la famille, les envois d'argent et les dons en nature ainsi que les échanges réguliers de nouvelles constituent des facteurs pouvant atténuer ces conséquences graves. Autrement dit, les inconvénients qui découlent de la migration sont compensés au moins partiellement par les avantages qu'elle engendre pour les familles de migrants et pour leur pays d'origine. Maintenant, concernant le pays d'accueil, l'émergence de minorités ethniques engendre des phénomènes de racisme et de xénophobie, souvent le fait de groupes et partis d'extrême droite. Dans les premières années d'après-guerre, la croissance économique et les conquêtes sociales de l'après-guerre avaient permis de mettre en place des dispositifs de protection sociale qui devaient favoriser le bien-être des citoyens en les protégeant de la pauvreté et de la marginalité. Ainsi, dans le cadre de ces politiques qui s'inscrivent dans la vision de l'État-providence, les immigrés contribuent au développement et en deviennent des bénéficiaires qui ont quitté des pays pauvres en difficulté pour aller vers des pays industrialisés, développés et prospères. Malheureusement, ce système de protection sociale fondé sur la croissance économique allait être chahuté par la récession. La crise économique, les tensions de la concurrence sur le marché international, la délocalisation des entreprises, la montée du chômage, l'aggravation de la pauvreté. Ce déclin économique va frapper durement les travailleurs immigrés et va contribuer à dégrader leurs conditions d'existence. Aujourd'hui, beaucoup d'immigrés qui vivent dans des quartiers délaissés sont dans des situations de précarité telles qu'ils ont besoin d'accompagnement social et d'assistance juridique pour surmonter l'ensemble des obstacles professionnels, culturels et sociaux qu'ils rencontrent. En conclusion, chers concitoyens, chers compatriotes, nous citoyens intègres, nous pensons que le débat sur l'immigration reste ouvert surtout
en ce qui concerne la montée du racisme. Force est en effet de constater que malgré l'effort éducatif et les dispositifs législatifs mis en place par les gouvernements français successifs au niveau national et international, le développement des idéologies et des partis d'extrême droite continue de contribuer au rejet de la population immigrée et d'aggraver sa précarité. Et nous savons également, d'après les témoignages de ceux qui ont vécu l'oppression fasciste et nazie, à quel point ces mouvements extrémistes sont dangereux, à quel point la condescendance de certains hommes politiques et de certains gouvernements est grave et inexcusable. Nous pensons qu'il faut changer l'angle sous lequel la problématique de l'immigration et de l'intégration a été toujours abordée. En effet, la réflexion a toujours été menée sur la base d'un paramètre conjoncturel, à savoir le besoin de main-d'œuvre, ou la crise économique, ou la situation démographique, ou la situation multiculturelle. Toujours sur un paramètre. Alors que pour bien appréhender l'intégration et apporter des solutions adéquates, idoines, l'approche doit prendre en compte simultanément les facteurs économiques, sociaux, éducatifs et culturels. En définitive, nous constatons qu'un demi-siècle d'histoire de l'immigration ne devrait plus autoriser à penser l'intégration en termes de culture du pays d'accueil opposée à une culture du pays d'origine. Car l'aborder ainsi revient tout simplement à opposer une société dominante à une société marginalisée, paupérisée ou en train de le devenir, et produisant une culture de ghetto. Nous pensons que c'est sous cet angle historique et dynamique qu'il faut analyser les processus d'intégration et mettre en œuvre des actions à tous les stades de ce processus pour que l'intégration soit la réussite sociale non seulement des migrants, mais aussi des autochtones qui vivent dans ces mêmes quartiers et qui partagent le même sort. Chers compatriotes, chers concitoyens, nous voici donc arrivés au terme de notre communication et ainsi, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre thème et vous remercions de votre aimable attention.